Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Vous avez mentionné plusieurs types de séjours différents. Justement, Unocell met à disposition du grand public, et ce, gratuitement, des mags Unocell, des magazines spécifiques. Il en existe deux pour les séjours linguistiques. Une version qui est dédiée aux enfants et adolescents, une autre aux étudiants adultes. Nous les avons rédigées dans le but de rendre plus accessible, plus compréhensible et de décrypter les différents types de séjours, de faciliter l'organisation de son séjour linguistique. J'imagine que les types de séjours aussi proposés ont bien évolué. Avant, c'était peut-être juste un seul type de séjour qui existait. Tu en parlais, Gérald, de partir en colonie de vacances encadrée en anglais. Aujourd'hui, ça se fait toujours, mais c'est plus l'élément choisi pour apprendre l'anglais. Ça se fait toujours et c'est souvent le premier choix qui vient à l'idée des parents par manque de connaissance des formules. Parce que ce qui est très important, et je pense que l'UNOCEL joue un grand rôle aussi dans cette histoire, c'est de montrer que 3 séjours à Oxford ne sont pas 3 fois le même séjour. Voilà. Il va y avoir un séjour qui va correspondre à ceux, comme on l'a dit tout à l'heure, qui veulent des vacances et un petit peu d'anglais. S'ils sont 15 ou 20 par classe, bon, ça passe, ce n'est pas l'objectif principal. Mais il va y avoir un séjour à Oxford où ils sont peut-être 10 par classe, un autre où ils sont 5 par classe. À chaque fois, ça n'est pas du tout le même contenu. C'est la même ville, oui, mais ce sont des éventails de prestations très différents, susceptibles de convenir à vraiment tous les besoins. Le tout, c'est de bien accompagner les parents et les enfants dans la définition des besoins et de construire leurs attentes en fonction de ça. C'est-à-dire ne pas leur dire, bah, oui, dans une classe de 20 Français, vous allez faire autant de progrès que dans une classe de 5 internationaux ensemble. Non, ça ne marche pas. Donc, à partir du moment où nous, organismes de séjour linguistique, nous jouons ce rôle, euh, on ne peut qu'améliorer la satisfaction parce que je pense que Sylvie sera d'accord avec moi, un séjour, il est réussi avant tout s'il a bien été choisi à la base. Tu es d'accord? Absolument. Et c'est peut-être ça qui a changé aussi dans notre métier depuis que nous avons commencé, c'est que avant les organismes et les employés des organismes étaient peut-être des vendeurs, tout simplement, alors qu'aujourd'hui, ils sont avant tout quand même des conseillers. Et l'avantage effectivement de passer par un label tel que l'UNOCEL, c'est qu'il y a une palette d'organismes et donc de formules qui doivent, je pense, satisfaire tous les besoins ou toutes les attentes. Et enfin, je sais que tout le monde joue bien le jeu, à savoir, bon, si on a la bonne formule, nous la proposons, mais si on sent que ce qu'attend l'interlocuteur n'est pas en phase avec ce que nous avons à proposer, nous l'orientons facilement sur l'UNOCEL et sur un autre organisme de l'UNOCEL pour que justement ça corresponde bien à l'attente. Oui, c'est ça que je trouve très puissant dans l'UNOCEL, c'est que quel que soit le besoin, l'attente de la personne qui se renseigne, euh, toutes les gammes de produits sont représentées avec à chaque fois l'assurance que même une formule simple sera bien exécutée. Voilà, c'est ça qui est Voilà. important. Il y a, il y a tous les niveaux de prestation, chaque fois assurés par des prestataires qui connaissent leur métier, qui sont vigilants à tous les aspects du séjour linguistique et qui assurent que l'expérience se déroulera dans les meilleures conditions. Voilà. Là, par contre, là où tu as raison, Gérald, c'est que après, il faut que les parents soient bien conscients de ce qu'ils achètent. Il est vrai que si on achète un séjour à X euros et un autre qui est 2 fois plus cher, ce n'est sans doute pas le même produit, on va dire, hein. Donc, Bon, ça, c'est tout à fait vrai et je crois que pour ça, euh, rien ne remplace un appel téléphonique. oui. Sur un site Internet, on peut avoir une présentation de ce que fait tel ou tel organisme, mais un séjour linguistique, justement, il va se choisir dans les détails. Parce que les détails font toute la différence. Je reviens à mon exemple de 3 séjours à Oxford, un à 1000 euros, un à 2000, un à 6000. Ce n'est pas les mêmes choses, Non. forcément. Donc le tout, c'est de savoir ce dont on a envie et de ne pas se tromper. Et rien ne remplace un coup de fil avec un conseiller parce que Sylvie l'a dit très justement tout à l'heure,
dans les organismes, tous autant que nous sommes, je pense que nous sommes passés du rôle de vendeur, ça c'est vrai, au rôle de conseiller, parce que, encore une fois, le séjour, s'il est bien choisi, il sera réussi. Et pour être bien choisi, il faut un échange. Il faut un échange entre le jeune, ses parents et l'organisme pour que tout le monde soit d'accord sur l'objectif à atteindre et la façon d'y arriver. Je crois que c'est vraiment indispensable et je pense aussi, et Sylvie l'a dit déjà tout à l'heure, que la plus-value de l'UNOCEL, c'est que on est toujours en contact avec des professionnels qui connaissent vraiment le job et qui sont capables de dire, ça, cette formule que je vous propose, elle va très bien pour vous, ou au contraire, non, Mm. c'est pas moi le plus qualifié pour répondre à votre demande. Et ça, je trouve que c'est puissant, oui, vraiment. On est beaucoup dans la transparence, je pense, aujourd'hui. Ça, c'est quand même Oui, une évolution, hein. c'est vrai. On n'oublie pas de rappeler quand on est appelé à l'UNOCEL que voilà, le plus simple, c'est de contacter directement les conseillers séjour et c'est eux qui sont plus à même de répondre à la demande. Et on n'oublie pas non plus de rappeler qu'il faut impliquer les enfants dans le choix du type de séjour et dans le type de formule. Sinon, vous l'avez dit, hein, le choix du séjour, c'est garantie de réussite. Si le séjour est mal choisi, ça peut être compliqué à la fin et ça peut donner des frustrations et des insatisfactions. Ouais. Voilà. Et il faut avoir l'adhésion, effectivement, du jeune dans ce projet, parce que si on veut que ce soit couronné de succès, il faut quand même qu'il soit partant pour l'expérience, quelle qu'elle soit. Il y a certains acteurs du secteur qui regrettent les temps passés et disent que l'âge d'or, entre guillemets, des séjours linguistiques est derrière nous. Est-ce que vous pensez qu'il y aura tout de même de l'avenir, toujours une place pour ce type de séjour ou pas du tout? Très largement, mais très largement. Je pense que certains produits, oui, sont des produits du passé. Encore une fois, ils sont présents et c'est comme ça. Et encore une fois, ils correspondent à certaines demandes. Mais je pense que s'il y a un secteur qui évolue constamment, c'est celui des séjours linguistiques. Quand on pense qu'on peut aujourd'hui, à 13 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, euh, travailler son anglais, par exemple, sur le thème de l'écologie, du développement durable, sur le thème de monter une entreprise, sur le thème des relations internationales, des grandes questions qui se pose à l'échelle de la planète, euh, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Ben, revenons-en aux années 76, ça n'existait pas. Donc je pense que oui, certaines formules se démodent, et c'est comme tout, mais d'autres prennent la place, sont un peu plus longues à se développer, parce que faut-il encore savoir qu'elles existent, évidemment. Mais le niveau d'innovation dans notre métier, je crois, est vraiment réel. Tu ne crois pas, Sylvie? Oui, absolument, absolument. Et quelqu'un me demandait l'autre jour si je n'avais pas peur de l'intelligence artificielle qui pourrait mettre à mal notre secteur d'activité. Et je pense que l'intelligence artificielle a son rôle à jouer. C'est une bonne chose que ça existe, mais je pense que c'est loin malgré tout de supplanter le bénéfice qu'offrent des séjours montés de manière pédagogique pour l'apprentissage de la langue et de la confrontation donc aux autres cultures. Oui, parce que maîtriser la langue, c'est une chose. On peut y arriver avec des programmes d'intelligence artificielle ou des programmes en ligne, des applications, ça Voilà. existe. Mais ça ne sert à rien parce que, enfin, ça ne sert à rien. C'est pas tout à fait ça, mais disons que ça n'a pas l'efficacité escomptée parce que quand on s'adresse à quelqu'un d'une autre culture, anglophone par exemple, il faut savoir comment ils réagissent et comment les mots sont C'est interprétés. ça. Parce que la façon de négocier, par exemple, dans le cadre de la vie professionnelle, avec un anglais, un allemand, un espagnol, un chinois, un japonais, un russe, n'est pas du tout la même. Le vecteur de négociation de la langue sera effectivement l'anglais, mais il ne faudra pas appliquer les mêmes mots dans la langue anglaise à chaque interlocuteur, parce qu'ils les percevront différemment. Et ça, enfin, honnêtement, à part l'immersion dans le pays, Mm. plusieurs périodes répétées ou longues, je ne vois pas ce qui peut le remplacer. Enfin, pas un ordinateur, ça, je ne crois pas, Mm. vraiment. Absolument. Mm. Par contre,
quelque chose qui me frappe un petit peu, c'est que les gens sont toujours maintenant dans l'immédiateté, dans le fait je sais pas, de commander sur Amazon quelque chose et de l'avoir tout de suite. Là, il nous arrive d'avoir des personnes qui appellent en disant, j'ai eu le cas récemment, mon fils a 5,5 à l'IELTS, il faut qu'il ait 7,5. Je peux lui faire faire 2 séjours de 2 semaines. Est-ce que ça va être bon? Et là, je pense qu'il faut être réaliste et c'est là où est notre rôle de conseil, de leur dire en toute transparence, écoutez, on ne peut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais ça nous paraît extrêmement juste pour ce tel gap, quoi, hein. Donc, et là, les gens sont presque un peu frustrés parce qu'ils pensent que rien que le fait d'aller en Angleterre va solutionner leurs problèmes en 2 semaines. Non, Alors, apprendre une langue, c'est pas ça. moi j'ai une réponse à ça. Je prends toujours l'exemple de la langue maternelle. Ouais, Entre le moment où on est et le moment où on parle vraiment correctement sans faire de faute, il c'est s'écoule quoi? ça. 10 ans, 12 ans, 13 ans? Moi, Bien j'apprends sûr. encore, hein. Peut-être, voilà, exactement. Voilà, Pourquoi ce voilà. serait différent pour une langue étrangère? C'est la même Mm, chose. C'est la même mm, chose. Ça mm, demande énormément de temps, mais c'est un temps passionnant parce que j'apprends la langue, mais j'apprends aussi d'autres cultures qui vont avec. C'est indissociable. c'est ça. Et ça, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sylvie, mais le développement des voyages seniors, c'est énorme quand même ces dernières années. Et là, on part vraiment pour le plaisir. Nous, Oui. par exemple, nos séjours en Italie, c'est beaucoup de seniors qui vont parce qu'ils veulent apprendre l'italien, mais aussi la peinture, les arts, la cuisine italienne, les vins italiens, les villes italiennes, l'art de vivre italien. Mm, Euh, je pense que l'apprentissage de la langue ne peut pas être dissocié dans le cadre de séjours linguistiques mm, de l'apprentissage, de la culture, de la découverte plus intime du pays. Et c'est pour ça que ça passera jamais de mode, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, je crois, mm, mm. de vivre ces moments-là, qui sont vraiment toujours des moments de plaisir, d'apprentissage, d'enrichissement personnel, je crois. C'est Et ça. puis quand on a envie d'apprendre, ça reste un plaisir d'apprendre. Donc partir en Italie et puis apprendre la culture italienne aussi, ça reste un Voilà, véritable plaisir. voilà, exactement. Je pense que, et c'est d'autant mieux que, encore une fois, dans notre secteur, avec la professionnalisation et la hausse considérable du niveau de qualité qu'il y a eu depuis 30 ans, on vit des expériences extraordinaires, vraiment. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Vous avez mentionné 2 défis importants pour les séjours linguistiques, l'intelligence artificielle, mais aussi la volonté d'immédiateté. Aujourd'hui, l'effet de voyager loin pour de courts moments est remis en cause. C'est aussi un véritable défi pour vos métiers. J'imagine qu'il y en a d'autres. Quelles sont vos réponses à ces défis ou même si on utilise un gros mot, ces critiques? Alors, les critiques, évidemment, on les entend, mais on peut aussi agir. Alors, je sais par exemple que de notre côté, on est en train de négocier beaucoup avec nos partenaires en Angleterre notamment pour dire, venez chercher les enfants à l'Eurostar. Ça coûte très cher de venir chercher les enfants à la gare de Saint-Pancras à Londres, parce que les parkings coûtent 20 euros les 5 minutes. Enfin, c'est très Mmh. compliqué. Euh, et beaucoup d'écoles ne le faisaient plus depuis quelques années. Ça commence à revenir. Et ça permet aussi, en tout cas, aux jeunes participants français d'arriver en Eurostar. Il y a des connexions de toute la province. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Euh, Après, évidemment, sur les destinations lointaines, c'est difficile de faire autrement, mais pour le coup, je pense que si on en revient à la notion de développement personnel, de culture personnelle et de plaisir, euh, c'est autre chose de prendre l'avion pour aller 6 nuits dans un hôtel-club au bord de la mer Rouge ou de l'océan Indien et partir à la découverte d'un pays, de pratiquer sa langue, de la parler au quotidien, de rencontrer les gens. C'est pas le même cadre de séjour, je crois. Oui, au sein même de l'UNOCEL, parce qu'on parlait beaucoup de l'UNOCEL et de la notion de partage et de transparence, certains adhérents ont décidé de ne plus proposer des destinations lointaines pour des très courts séjours et ils les réservent que pour des séjours de longue durée. C'est aussi une solution qui peut être mise en place chez nos adhérents.
Oui, ça a du sens, ça a du sens, Oui, c'est effectivement. pertinent, ouais. Malgré ces difficultés, et ce qui a pu, enfin, elles ont notamment pu être mises en exergue par la crise sanitaire, de nouveaux acteurs arrivent sur le secteur, le marché du séjour linguistique. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes entreprises ou associations dans le domaine des séjours linguistiques? Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les personnes qui vous contactent. Euh, Dites-leur ce que vous pouvez faire pour eux ou pas en fonction du budget qu'ils ont. Par exemple, il y a des personnes qui nous disent, voilà, moi j'ai 5 000 euros et je veux passer un an à New York. On est obligé de leur dire, mais avec 5 000 euros à New York, vous allez payer 2, 3 mois d'hébergement, c'est tout, et vous n'aurez pas encore commencé à payer les cours. Avec 5 000 euros au Canada ou en Irlande, vous allez faire 3 mois de cours et d'hébergement. Donc, vous allez atteindre votre résultat différemment. Donc, c'est ça que j'appelle honnêteté, c'est-à-dire ne pas avoir peur de contrarier des idées reçues pour dire non, il y a d'autres solutions. Et c'est notre plus-value, c'est de connaître toutes les solutions et de savoir dire ne pleurez pas parce que vous n'allez pas un an à New York pour 5 000 euros. Réjouissez-vous parce que vous allez atteindre votre objectif linguistique simplement en changeant de destination. C'est notre rôle aussi, je pense, de faire en sorte que les gens n'aillent pas à la déception, mais au contraire vers une formule qui va leur plaire, qui va réussir et surtout qui va atteindre les objectifs pour lesquels ils ont cet argent à investir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérald, là, sur ça. Et c'est sans doute ce que je dirais, ne pas essayer de copier, de faire comme les autres organismes, mais de vraiment essayer d'avoir son propre ADN en fonction de ses convictions sur ce qu'est le séjour linguistique et d'oser le vendre tel qu'ils veulent euh, parce qu'il y a plusieurs manières d'apprendre la langue, plusieurs formules, et donc ne pas hésiter même à innover. Et pourquoi pas, le champ est toujours large en matière d'éducation. Oui, tout à fait. Je suis arrivée au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des notions que je n'ai pas abordées que vous souhaiteriez traiter? Moi, je pense qu'on a quand même fait un tour assez complet de la question. On était parti sur le séjour linguistique de À nous les petites Anglaises de 1976. Et j'espère qu'on a réussi à faire comprendre à nos auditeurs que voilà, c'était une époque, mais je ne sais pas si je connais d'autres métiers qui se sont autant professionnalisés, je dirais même révolutionnés dans l'approche, dans la méthode, dans la construction des programmes, dans la diversification de l'offre. Euh, je crois que c'est énorme et très franchement, euh, pour être Sylvie et moi à l'UNOCEL depuis pratiquement le début de l'activité de nos organismes, on peut dire que une fédération comme l'UNOCEL y est pour beaucoup, pour l'éducation du public, pour l'information. Euh, Tous les audits que nous avons, par exemple, permettent régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, de s'améliorer, de partager les bonnes pratiques. Et franchement, c'est un secteur d'activité où je crois que le public peut trouver vraiment matière à répondre à ces attentes d'amélioration linguistique en toute sécurité et avec une diversification de formules vraiment extraordinaire, je crois, franchement. Je rajouterais juste ce petit point, Gérald, c'est que quand nous avons commencé, la plupart des jeunes, entre autres, partaient par exemple 3, 4 semaines. C'était le format. Aujourd'hui, nous avons des stages qui durent beaucoup moins longtemps, 1 ou 2 semaines le plus souvent, enfin, ou alors des scolarités. Donc, on est passé de quelque chose, d'un format très packagé à, je te dis, 3 ou 4 semaines pour des formats beaucoup plus longs ou des formats beaucoup plus courts. Quand ils sont plus courts, il faut vraiment qu'ils soient impactants. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi que les séjours se sont structurés pour qu'on puisse y voir du bénéfice malgré la courte durée du séjour. Oui, alors ça, c'est tout à fait vrai. Euh, S'il y a
un challenge peut-être pour le séjour linguistique d'enfants, en tout cas, c'est ce que disait Sylvie, c'est les scolarités à l'étranger. Je suis vraiment époustouflé du nombre de parents français qui nous contactent pour dire je veux que mon enfant aille passer un trimestre, un semestre, une année dans un pensionnat anglais ou une high school aux États-Unis ou au Canada. Euh, et là, la visée, elle est aussi linguistique. Donc, je pense que c'est peut-être, même certainement, des programmes qui vont se développer à Ouais. l'avenir. Et ce sera intéressant de voir comment les profils d'apprenants se départagent entre le séjour linguistique et la scolarité longue durée à l'étranger. Voilà. Ça permet une grande ouverture d'esprit, en fait, puisqu'on n'apprend pas de la même manière. Et c'est un capital pour l'avenir de ces jeunes, pour Puis leur c'est des futur. apprentissages différents. Les matières qui peuvent Voilà, être étudiées aux États-Unis ne Voilà, sont pas forcément celles étudiées en France non plus au lycée. Donc, ça permet exactement. aussi une diversité des acquis et des savoirs. c'est ça. Et Voilà. puis, l'environnement d'une boarding school, d'une école privée, d'un internat britannique n'a rien à voir avec l'environnement d'une école française. Donc ça aussi, c'est un autre stade de découverte et d'apprentissage de la vie. Alors, je remercie nos auditeurs pour leur écoute et je vous remercie tous les deux, Sylvie et Gérald, de nous avoir consacré de votre temps. Il est important pour l'UNOCERC d'être plus qu'un label qualité et d'offrir également un lieu d'échange afin qu'on puisse tous grandir, vous, nous et nos adhérents. Nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@unocel.org ou vous connecter sur notre site internet www.unocel.org. À bientôt! Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.